Dimanche 17 septembre de 10h à 12h, le Club Nature d'Échillais vous propose de découvrir la biodiversité des haies, plantes et animaux qui y trouvent refuge, bienfaits pour les gens, source de nourriture, coupe, ombrage. Des activités pédagogiques seront proposées aux petits et aux grands. Également, la mairie d'Échillais vous parlera du projet de restauration écologique du chemin du pigeonnier à Échillais qui aura lieu en novembre et consistera en la plantation d'une haie avec des essences végétales locales. Bonjour à tous. Donc je suis Delphine Morin du Club Nature La Vaucette, c'est le Club Nature d'Échillais, qui appartient à la Fédération Comprendre et Protéger la Nature. Et on va faire une activité sur les haies, sur la biodiversité des haies. Donc en introduction, je vais vous demander, est-ce que quelqu'un peut me dire s'il voit des haies dans le paysage? Est-ce que vous voyez des haies? Non. Je ne sais pas ce que vous appelez des haies, il y a des arbres un peu partout. D'accord, qu'est-ce qu'on appelle des haies? Effectivement, Clémence? C'est quand des arbres sont plantés en alignés. Ok, effectivement, c'est un linéaire d'arbres et de buissons qui sont plantés généralement. Et pourquoi est-ce qu'on plante des haies? Vous savez? Pour amener différentes espèces pour retenir la biodiversité. Ok, pour la biodiversité. Ça freine Et aussi ça attire un petit peu les chauves-souris. Alors Eliette, elle dit que ça freine l'écoulement des eaux. Ça permet à l'eau de rester au lieu de Dans la terre, au lieu ruisseler. de partir. Voilà. Oui, d'accord, ça permet de maintenir l'eau dans la terre. Alors juste pour les autres, Eliette, elle a, dans sa profession, elle avait une exploitation agricole d'élevage. Donc c'est pour ça qu'elle connaît bien les services rendus par la haie. Donc là, on va vous parler d'un projet qui va être mis en place cet automne par la mairie d'Échillais. Donc je vais laisser la parole à monsieur le maire. Bonjour, oui, c'est donc une action qui est mise en place dans le cadre du plan biodiversité de la commune. C'est un plan d'action qui a été réalisé par un groupe de travail composé de différents élus de la commune. Il y a 11 actions différentes qui se réalisent au fur et à mesure des opportunités financières et matérielles que l'on peut avoir. Ici, c'est donc le projet, c'est de faire une plantation d'à peu près 500 mètres linéaires de haies pour reconstituer un ancien cheminement communal qui existait et qui permet donc au niveau de la biodiversité aussi d'avancer et de retrouver des espaces que l'on avait et de faire la liaison entre les différentes poches de biodiversité que l'on peut avoir sur la commune. Mais pour ça, je laisse la parole à Delphine qui a certainement beaucoup plus d'éléments à vous apporter que moi-même. Quand je vous disais que on saisit les différentes opportunités, c'est-à-dire que là, ce plan d'action, il a été réalisé et puis ça nous a permis de répondre rapidement à un appel à projet qui nous permet le financement en très grande partie de cette opération. Cette opération dont le but est aussi de travailler à la fois avec le Club Nature La Vaucette, mais aussi avec les écoles et avec les habitants. Ça va être un projet participatif afin que tout le monde soit sensibilisé à ces actions et que tout le monde puisse aussi nous aider à mettre en place cette haie. Ok. Donc merci beaucoup Claude. Alors les enfants, je ne sais pas si vous avez entendu, vous étiez un petit peu loin. Et les autres? Donc le projet dont parle Claude, qui va être porté par la mairie, là, qui va être mis en place cet automne, c'est un projet de plantation des haies. Vous voyez qu'il y a un chemin ici? Oui. Donc ce chemin, il est... Je peux prendre les visuels? Ouais. Ce chemin, ça fait très longtemps qu'il existe, hein. Puisque déjà au 19e siècle, on voit sur les cartes, ça c'est une carte du 19e siècle, on voit qu'il y avait un chemin qui s'appelait le chemin du pigeonnier, qui permettait de relier le bourg d'Échillais avec le bois du Chez. Et donc on voit le chemin qui est là, il est un petit peu effacé, mais on voit bien que les agriculteurs, ils ont leur champ jusqu'au bord du chemin, et au milieu c'est un chemin qui appartient à la mairie, c'est un chemin communal. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va planter des haies. Donc ça veut dire qu'on va aller chercher des arbres, on va aller chercher des buissons, puis on va demander à Léa, par exemple, avec ses camarades,
de mettre les arbres et les buissons dans le sol pour créer une haie d'ici jusqu'à peu près l'intersection qui n'est pas très loin du bois du Chet. Est-ce que vous voyez là-bas qu'il y a des arbres tout au bout? Là-bas, c'est la forêt. Et ici, on est dans la ville, on est dans l'espace urbain et on va relier l'espace urbain avec l'espace naturel du bois du Chet. Est-ce que vous êtes motivés, les enfants, pour planter la haie? Ouais, pas de problème. C'est vraiment que... On va faire ça aujourd'hui? Non, on ne va pas faire ça aujourd'hui. C'est la mairie qui va demander aux écoles et aux volontaires de la commune de venir aider à planter la haie. Voilà. Donc, tu as une question? Il y a une haie juste derrière. Effectivement, il y a une haie juste à côté là, c'est vrai. Donc, je vais vous faire un petit topo de la haie dans l'histoire. C'est quoi une haie? Une oppo. Un topo? Je vais vous parler de... Alors, déjà, les haies, ça existe depuis combien de temps? 19e siècle. Toi, tu dis 19e siècle, qui dit mieux? Moi, je dirais avant. Moi, je dirais Moyen-Âge, mais Toi, tu dis Moyen-Âge. moi, je sais pas, je dis ça comme ça, mais c'est une idée. Toi, tu dis quoi, Clémence? La préhistoire. Bien joué, c'est Clémence qui gagne. Donc les premières haies apparaissent au néolithique. Donc en Europe, le néolithique, c'est environ 6000 avant Jésus-Christ. Donc il y avait déjà les premières... Donc ça veut dire à l'époque des... Attends. Il n'y avait pas de dinosaures. Ouais. C'est l'époque de la pierre polie. Donc c'est la première fois en Europe que les hommes passent de l'état de chasseurs-cueilleurs à l'état d'agriculteurs. Ils ont du bétail et ils commencent à avoir les premières haies. Donc on a retrouvé en archéologie des vestiges de haies à proximité des habitations des villages. Mais effectivement, et là c'est Emmanuel qui gagne, c'est au Moyen-Âge que la haie va vraiment prendre de l'essor. Donc on a des populations qui sont installées sur les terres. Vous connaissez le système avec le seigneur, avec le servage. Et donc il y a des haies qui commencent vraiment à apparaître dans le paysage parce qu'il y a une expansion de la population, une augmentation de la population et un défrichement massif. Avant, la Gaule était recouverte, à l'époque des Gaulois, c'était recouvert de forêts. Et puis au fur et à mesure, on défriche de plus en plus. Et au Moyen-Âge, on est dans un système où il y a beaucoup plus de haies. Mais l'apogée, et là je ne me rappelle plus qui c'est qui gagne, 19e siècle c'était toi, l'apogée de la haie, l'apogée du bocage, c'est 18e, 19e siècle, où vraiment il y a le paysage français, le paysage européen, est vraiment articulé avec des haies. Et donc maintenant, qui c'est quand les haies ont commencé à disparaître? Les années 70 à peu près avec le remembrement. Avec les remembrements. Voilà, alors les années 70 avec le remembrement, effectivement. Juliette, tu veux dire quelque chose? Moi je disais plus à partir quand il y avait de la guerre. Non, ça dépend. À partir de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale? Donc vous avez raison, en fait, c'est l'époque du remembrement qui a commencé dès les années 50 après-guerre avec le plan Marshall, petite période historique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le plan Marshall en 1947, c'est les Américains qui décident d'investir massivement pour reconstruire l'Europe. Donc bon, ils ont quand même le sens des affaires, les Américains, on les connaît. Hein. C'est je vous prête de l'argent, mais en échange, vous achetez que des produits américains. Donc dans les produits américains, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait beaucoup d'engins de mécanisation agricole, des tracteurs, il y avait des pesticides chimiques, des fertilisants. Donc des milliards et des milliards d'euros ont été investis dans les pays d'Europe, notamment la France. Et ce qui a permis de sortir les Européens de la faim, de la misère, de reconstruire les villes, mais ce qui a aussi entraîné une transformation massive de l'agriculture. Donc toutes les haies qui étaient dans le paysage, qui servaient à retenir les troupeaux par exemple, elles sont coupées parce que les gens essayent d'avoir des champs les plus grands possibles. Et ça sert à quoi d'avoir un grand champ quand tu as un grand tracteur? Julia, qu'est-ce que tu en penses? Prendre le maïs. Prendre le maïs. À récolter plus de maïs, plus de blé. Voilà. Quand on a... Oui, Sophie? Des céréales. Des céréales. Quand on a un gros tracteur, on ne peut pas vraiment travailler sur toutes petites parcelles comme il y avait avant la Seconde Guerre mondiale. On a besoin de grands champs comme vous voyez autour de vous pour pouvoir faire des demi-tours avec les tracteurs, pour pouvoir produire beaucoup, pour avoir un meilleur rendement. Donc c'est le moment où on commence à arracher les haies. Tout ce qui était avant des haies tressées par exemple, on les enlève, on met du fil de fer barbelé à la place ou du fil électrique. Parce qu'il faut bien comprendre qu'avant il n'y avait pas ces produits-là. Et on commence à voir, à perdre au fur et à mesure, le paysage de bocage en France. On passe du bocage à l'open field.
Et donc, en 30 ans, entre 1950 à 1980, on perd 2/3 des haies qui étaient en France avant ça. Donc, c'est un énorme changement, une énorme transformation. Et puis après, il y a eu encore une accélération de la perte de la haie. Ça a été le PAC, la politique agricole commune de l'Europe. Donc, en 1992, il n'est pas possible de recevoir des subventions européennes pour de la surface boisée, pour de la haie. Ce n'est pas une surface admissible. Donc les agriculteurs, pour essayer d'obtenir le plus de subventions possible, ils vont continuer à couper, à enlever leurs haies. Il n'y a qu'à partir de 2006 où l'Europe commence à subventionner des haies sur une largeur maximale de 10 mètres. Et depuis 2015, on peut subventionner une haie qui va jusqu'à 20 mètres de large parce qu'on considère que la haie va rendre un service écosystémique, depuis 2015 seulement. Donc en 2022, le ministère de l'Agriculture français a demandé un rapport pour savoir ce qui se passe en France avec les haies. Et le rapport a été rendu en avril 2023. Et c'est effectivement ce qu'on a dit, c'est que les haies disparaissent. Il y a de moins en moins de haies dans l'espace français. Et avec ça, tous les services écosystémiques dont nous parlait Eliette, notamment par exemple la rétention de l'eau dans le sol. Et donc en fait, le ministère de l'Agriculture, il se pose la question comment on fait pour protéger les haies. Donc il y a déjà un constat, il faut recommencer à mettre des haies dans le paysage, on va voir pourquoi après. Et comment on peut faire pour que tout le monde se remette à planter des haies. Évidemment, il faut voir quel débouché économique ça peut apporter aux agriculteurs. Mais il faut aussi prendre en compte la particularité, l'aspect environnemental. Ouais, alors le problème de la haie, ils ont accélérer l'arrachage parce que vous avez un arbre, on a toujours dit que la hauteur de l'arbre va puiser dans le sol jusqu'à sa hauteur en bas. Donc les récoltes à côté des haies et des arbres, elles sont de 0. D'accord, donc il y a une perte de rendement agricole au pied de la haie. C'est ça. Ouais. Mais il y a aussi il y a l'écoulement des eaux, mais il y avait les oiseaux aussi qui nichaient dans les haies aussi. Ça servait aussi pour des refuges d'oiseaux. D'accord. Donc, alors, Eliette, elle a dit 2 choses. Donc, l'impact positif, on va dire, des haies, c'est la rétention de l'eau dans le sol et ça héberge des oiseaux qui vont nicher. Voilà. Un impact négatif sur les cultures, donc on comprend pourquoi les agriculteurs, ils ne vont pas forcément vouloir avoir des haies en bordure de leurs champs. C'est qu'il y a une ombre portée de l'arbre qui va réduire le rendement des cultures. La culture, par exemple, le champ de maïs, il va moins produire s'il est à l'ombre par la haie. Donc voilà, il y a des impacts positifs, des impacts négatifs. On n'a pas fait le tour de tous les impacts. Le problème que les céréales n'ont jamais été revalorisées, donc les gens, si tu produisais moins, tu avais des impôts qui couraient et tu avais moins de rendement, donc c'était pas facile à... Ouais. Oui, il faut bien comprendre qu'après la guerre, on a demandé de façon très ferme aux agriculteurs d'arracher les haies. Et ils étaient vraiment poussés à produire de plus en plus pour nourrir la France, pour reconstruire la France. Et ça a été le cas dans tous les pays d'Europe. Donc il y a effectivement une pression très forte de l'État à l'époque pour que les haies soient arrachées dans les campagnes, c'est sûr. Dans le cadre du projet de la mairie de plantation de la haie, ce qui a été fait, c'est donc on a demandé, donc le chemin appartient à la mairie et on plante la haie au nord, c'est ça ? Pour éviter que l'ombre porte sur la culture, pour réduire au maximum l'ombre qui porte sur la culture. Voilà. Donc, il n'y a que cet endroit-là qui aura des haies pour l'instant, il n'y a que cet emploi. Ouais. Enfin, c'est ce projet que vous allez mettre qui serait ici. C'est ça. Les enfants, revenez. Je vais vous poser quelques questions, après on va bouger. Il y a quand même un impact financier qui n'est pas anodin. C'est-à-dire que j'ai plus en tête le chiffrage. Là, on s'est saisi de la chose rapidement. Alors, d'une part, l'avantage qu'on avait, c'est que ce plan d'action biodiversité, il était déjà bâti. Donc on sait où on veut aller. Et après, c'est au fur et à mesure des opportunités financières. Là, on a réussi donc à répondre à un appel à projet qui nous subventionne à quasiment 80%. D'accord. Donc, la différence, en effet, c'est ici. Après, c'est la commune. Donc voilà, donc à la fois au travers de l'investissement lui-même, parce qu'il y a à la fois l'achat des plans, mais il y a quand même une partie qu'on fait par nous-mêmes, c'est les services techniques qui vont s'occuper de préparer le terrain. Et puis après, on espère qu'aussi l'action participative va permettre d'alléger le travail des services techniques. D'accord. Ouais. C'est un projet à combien de... C'est quoi le budget déjà ? Je sais plus. Les chiffres, là, je ne les ai plus en tête.
Et C'est quelques dizaines de milliers d'euros, il me c'est ça, semble. oui. De l'ordre de 10 000 euros ou moins? Non, c'est un peu plus. il Un me peu semble, plus que 10 000 euros, d'accord. sur l'ensemble. Parce qu'entre les frais de bornage, l'achat des plantations et puis une partie de location aussi de matériel, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en contrepartie, on arrive à valoriser à l'intérieur le travail qu'on fait nous-mêmes. Donc ça, c'est bien. Et donc on préfère le faire nous-mêmes, ça nous coûte moins cher que de prendre un entrepreneur pour le faire. Ok. C'est marqué pour les achats des plantes. Alors on a une... Pépinière Naudet, non? C'est ça. Je crois que c'est les pépinières Naudet avec qui on travaille souvent. Le tout, c'est d'avoir, voilà, et c'est d'avoir aussi de partir sur des espèces locales et de travailler le plus localement possible. À Trizé, il n'y a pas une pépinière départementale? Si, mais la pépinière départementale travaille pour le département. D'accord, ok. Ah oui, c'est ce qu'ils fournissent Ils les se... département. arbres le long des routes. Voilà, C'est ok, ça revient. La pépinière départementale, voilà à ouais. quoi sert. Ils ont pas mal de débouchés, ouais, en plus. Donc alors, on recommence le petit concours là sur quels sont les services, quels sont les super pouvoirs des haies. Donc pour l'instant, c'est Eliette qui gagne, hein, parce qu'elle a dit rétention de l'eau dans le sol et hébergement des oiseaux quand ils nichent. Ouais. Il y a Adrien tout à l'heure qui a dit que ça servait aussi aux chauves-souris. Pourquoi ça sert aux chauves-souris? Parce qu'après ça fait moins de vent et après il y aura plus d'insectes. Il y a plus d'insectes parce qu'il y a moins de vent. Qu'est-ce que tu veux dire, Clémence, toi? C'est que ça, pour les chauves-souris, ça les protège du jour. Et comme c'est sombre, il y a plus de moustiques parce que les moustiques, ils aiment bien l'ombre et l'humidité, comme les chauves-souris. Donc ok, donc ça protège les insectes du vent, donc les chauves-souris, elles vont pouvoir trouver des insectes sur les haies. Oui, et sans le vent qui va pouvoir les emporter. Et sans le vent, ça fait quoi pour les cultures qui est moins de vent? Vous savez? C'est plus facile à ramasser. Les cultures sont plus faciles à ramasser, peut-être. Il y a moins de... Quand le blé est semé ou n'importe quelle céréale, elle sera moins sujette à verser, ce qu'on appelle à verser, à tomber. Ok, donc ça évite que les céréales tombent. Voilà. Ça, c'est quand les cultures sont en place dans la terre. Et quand les cultures ne sont pas en place, quand on a un sol nu, donc il y a une certaine période de l'année, quand les agriculteurs ont labouré, où on a juste la terre à la surface des champs, quand il y a le vent qui passe, ça enlève la partie fertile, ça érode. Adrien, stop. On dit que ça érode le sol et donc toute la partie fertile de la terre, elle part avec le vent et le champ, il est moins productif après. Et maintenant, pour éviter ça, quand ils enlèvent les cultures de blé, ils sèment de la moutarde. Oui, et donc il y a des crop culture, des couvertures, des couvre-sols, c'est ça? Voilà, C'est comme ça qu'on dit? Ça sert de couvre-sol. Et ça, après, ils broient ça et puis ça évite. Puis ça évite aussi les mauvaises herbes. Parce que la moutarde, elle va aller plus vite que les mauvaises herbes, ça leur évitera des désherbants. Effectivement, la couverture de sol aussi, ça complémentaire. Les enfants, vous n'avez pas tout trouvé, hein, Adrien, au lieu de balayer. On a dit, donc du coup, ça réduit l'érosion. Eliette, elle a dit que ça réduit l'érosion avec l'eau aussi. Quand on est en Chili, c'est pas trop le cas, mais quand on est sur des régions qui sont en pente, l'eau... Là, de toute façon, ça descend. Ouais, là aussi, il y a quand même un petit dénivelé. L'eau, elle va ruisseler le long du champ et pareil comme le vent, mais encore plus fort, elle va prendre toute la partie dont les plantes, les cultures se nourrissent et ça va l'amener en bas. Ça va l'amener dans les rivières, ça va l'amener dans les routes. Donc en fait, on va avoir un appauvrissement du sol. Et donc si on veut éviter cet appauvrissement, on met des haies pour couper l'eau, pour la retenir dans les racines et pour couper le vent. Donc il y a quoi d'autre aussi? Vous n'avez pas tout trouvé. Du coup, ça fera plus de chauves-souris. Ça fait plus de chauves-souris. Il y a quoi d'autre aussi? Reconstituer les trames vertes. Effectivement. C'est plus technique. Donc, alors il existe les trames vertes et les trames bleues. Les trames bleues, c'est pour ce qui est liquide et les trames vertes, ça va être pour ce qui est vert. Donc ce qui permet à la fois de reconstituer les habitats des animaux et puis aussi de leur permettre d'avoir des routes entre guillemets et qui puissent cheminer comme ça. Voilà, c'est effectivement un petit peu ce que Adrien il voulait dire tout à l'heure avec ces chauves-souris qui vont chercher les insectes le long des haies. Il y a des espèces d'oiseaux et de chauves-souris ou des espèces de mammifères ou d'insectes qui ne peuvent se déplacer que le long de haies. Comme les poissons peuvent se déplacer que le long des rivières, sur la Terre, il y a un petit peu le même phénomène. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un corridor écologique entre le centre-bourg et entre l'Asnières du Bois-Duché, qui est un espace naturel,
pour essayer d'avoir un peu des oiseaux, des papillons dans les jardins d'Échillais. Ok, vous n'avez toujours pas tout trouvé? Pour garder ce qu'on va semer dans les terres, non? S'il y a du vent, ça va enlever les graines qui vont les emporter. Peut-être, ok, l'érosion du vent. Les graines ne s'en vont pas comme ça. Hein. Autre chose? Ça On- peut s'en semer. Oui. Les haies, ça nous donne de l'oxygène car c'est les arbres Ah oui, qui c'est tiennent vrai. l'oxygène. Et du coup, bah, nous, on peut respirer, on peut vivre. Voilà, Les haies, effectivement, la haie, ça va être un puits de carbone, donc ça va attraper le gaz carbonique, donc atténuer le réchauffement climatique, et ça va donner de l'oxygène. Effectivement, bravo Clémence. Des îlots de fraîcheur. Voilà, il y a aussi l'histoire de l'îlot de fraîcheur, c'est que la haie, comme tous les arbres, elle va donc garder l'eau autour de ses racines, dans sa rhizosphère, et dès qu'il fait un peu chaud, l'eau du sol va s'évaporer, mais l'eau de l'arbre, elle va évapotranspirer. C'est comme si l'arbre transpirait. Donc il diffuse de la vapeur d'eau, et c'est pour ça que quand on passe sous un arbre, à proximité d'un arbre, il fait toujours quelques degrés de moins qu'en plein soleil. Donc effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles on fait le chemin là, sur cet espace-là, c'est pour qu'il y ait des promeneurs, des cyclistes qui puissent passer aussi à l'ombre, et pour pouvoir atténuer un petit peu, rafraîchir un peu les abords d'Échillais aussi. Donc il y a aussi les derniers services écosystémiques. On en a dit beaucoup quand même. Ça donne de l'ombre, oui. Donc ça bloque les rayons du soleil, ça donne de l'ombre. Est-ce que c'est... Pour la pollinisation aussi, ça va attirer certains insectes pour les... Parfait, ouais, effectivement. Donc en fait, comme les insectes, ils vont aller dans la haie, se cacher, se mettre à l'abri des feuilles, on va avoir, au plus on a une diversité de mammifères, d'insectes, d'oiseaux, au plus on a de chances d'avoir des prédateurs qui vont pouvoir aller consommer les ravageurs sur les cultures. Donc les rapaces, les chouettes, les bus par exemple, ils vont manger les mulots, les petites souris qui mangent les récoltes dans le champ. On va avoir aussi toutes les punaises ou les plantes qui peuvent les ravageurs des cultures, ils vont être mangés par les oiseaux, les chenilles vont être mangées par les oiseaux. Donc au plus on a de diversité dans la haie, au plus on a de chance d'avoir des animaux qui sont en capacité de manger les prédateurs des cultures en fait. L'hiver, les haies, ça sert de refuge aux escargots aussi. Ok. Spécialité charentaise. Et donc, Spécialité charentaise, la cagouille est importante. et théoriquement, les hérissons, ça peut réguler aussi. Donc c'est un peu le jeu en fait, c'est que ça attire de la On biodiversité. les voit pas dans les haies, hein, je pense pas. Si, il y en a. Il y en a? Oui, c'est l'habitat des... les hérissons, ils se déplacent le long des corridors écologiques, donc le long des haies, et ils vont se cacher dedans. Il y a les lièvres aussi qui vont se cacher dedans. Ah oui, le gibier. Ouais. Oui, Clémence? Et aussi, les haies, ça va attirer les abeilles pour qu'elles puissent butiner et faire du miel. Merci Clémence. Il y a des fleurs mellifères, elles pourront faire du miel. Effectivement, et dans les cultures, souvent, il y a des fleurs mellifères. Et donc, toutes les papillons, les abeilles sauvages, donc on ne parle pas seulement de l'abeille domestique, c'est une espèce parmi d'autres, mais toutes les centaines d'espèces d'abeilles sauvages qui existent en France, elles vont aller dans les fleurs et elles vont permettre la pollinisation. Donc, elles vont permettre que la fleur se transforme en fruit. Notamment le colza et le tournesol pour les abeilles. Donc, voilà, avoir des insectes, ça peut aider le colza et le tournesol. Super. Parce que le maïs, ça fait un truc, ça va pas aux abeilles. Alors, il nous manque 3 petits services. Je vous donne un indice. Est-ce que c'est moche une haie? Non. Bon, après, ça dépend. S'il y a des fleurs, si elle est taillée correctement, si elle est entretenue. Donc alors, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas normalement, mais quand même, quand la haie est en fleurs, quand il y a les aubépines, les églantiers, les pruneliers qui sont tout blancs, tout roses, c'est très joli. Oui. Et aussi quand elle est bien entretenue. Alors ça dépend des goûts. Tu vois, il y a des gens qui aiment bien les haies qui font des formes géométriques, des ronds, des carrés, des cœurs. Après, il y a des gens qui préfèrent la haie plus sauvage, plus naturelle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas tailler la haie entre le mois de mars et le mois de septembre à peu près, pour permettre aux oiseaux de se reproduire. Il vaut mieux la tailler à partir de maintenant, en fait, la haie. Et donc voilà, il y a beaucoup de gens qui aiment se promener le long des haies, donc ça a une jolie valeur dans le paysage. Si tu es un agriculteur par exemple et que tu as ce champ-là
et que là c'est ton voisin qui a l'autre champ. Le fait d'avoir une haie, ça permet de savoir qui est chez soi. Voilà, ça permet de délimiter les parcelles. Et si on a une haie dans son jardin, ça peut permettre de se mettre en maillot de bain sur le transat sans que les gens dans la rue nous voient. Donc, voilà, c'est ça. Donc il y a une partie d'intimité avec la haie, mais ça c'est pas dans l'espace agricole, c'est plus dans l'espace urbain. Et la dernière chose aussi, c'est qu'avant, bon, c'était un peu oublié, mais je sais pas si Eliette elle peut nous en parler, des arbres têtards. Ah oui. Alors les arbres têtards, c'est un tronc d'arbre et le tronc reste, on ne coupe pas le tronc, il fait des branches régulièrement et au bout d'un certain nombre d'années, on coupe les branches et on laisse le pied. Il revient d'autres branches. Et donc ça sert à quoi d'avoir des branches? Et bien ça fait du bois, Et ça sert à quoi? ça fait du bois de chauffage. Voilà, ce qu'on a complètement oublié aujourd'hui, mais ce qui jusqu'aux années 50 était le cas en fait. Hein. Ah ben, moi j'avais une chaudière chauffage central au bois. Hein. Mm. Donc, J'avais 2 hectares de bois en propriété, donc j'avais du bois et j'avais une chaudière où on avait investi dans une chaudière, tu mettais 1 mètre, un bois d'1 mètre, puis avec une ouverture comme ça, de façon à pas trop travailler et tailler le truc pour que ça... Voilà. ok, donc effectivement le bois de chauffage, aujourd'hui avec la flambée des prix de l'énergie, il y a de plus en plus de gens qui qui veulent acheter du bois pour pouvoir s'auto-alimenter en bois, comme les gens ont toujours fait en fait. Et ça s'est arrêté dans les années, à partir des années 50-70, parce que le fuel a été importé massivement après-guerre. Et donc c'est le fuel et le gaz qui ont remplacé le bois de chauffage. Depuis quelques années, il y avait quand même des gens qui sont tournés vers les poêles à bois. Mais au début, ça coûtait pas cher et maintenant, les prix ont été multipliés par 10. Et donc, potentiellement, peut-être qu'il y aura des gens qui seront intéressés par l'art du bois tétard parce que c'est quand même un savoir-faire qui est en train d'un peu disparaître. Donc, en fait, Je ne sais pas s'il en reste tant que ça, de ces arbres tétards, justement. il en reste. Il y en a du côté du canal, là-bas, sur les parcelles privées. Ah oui. Ouais. On en voit quelques-uns, mais c'est vrai que ce n'est pas la majorité. Et donc il y a aussi une autre technique qui a disparu en France et qui a été là, qui était très connue avant, qui date de l'époque des Gaulois, puisque César décrivait cette technique, c'est le plessage. C'est le fait, avant, comme ils n'avaient pas de fil de fer barbelé ou de fil électrique, ils prenaient des buissons, des arbres vivants, comme par exemple des saules, et ils prenaient les branches qui sortaient, ils les tressaient, ils commençaient à les tresser. Et ils arrivaient à faire en sorte que l'arbre continue à grandir en étant tressé. Donc ça faisait des haies vives, des haies vivantes. Et donc évidemment, quand on avait du bétail, des vaches par exemple, elles ne pouvaient pas passer, ou des chevaux, elles ne pouvaient pas passer à travers de la haie. Et donc ça faisait vraiment une barrière naturelle. Ouais, il y en a en Europe de l'Est encore, c'est très beau. Très joli. Ok, bon, je crois qu'on a fini, sauf si vous avez des choses à partager ou à dire pour la partie plus théorique. Et après, on va aller faire des jeux autour de la biodiversité de la haie avec les enfants. Est-ce que vous voulez dire d'autres choses? C'est bon? Ok, bon, on y va alors. Nous allons vous laisser sur ces images. Maintenant, il y aura des petits jeux avec les enfants pour leur faire découvrir certaines choses. La mise en place est en train de se faire. Raccrochez ça, s'il vous plaît. Les petites. 17 Le Mag vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche. Pour Léonie ou pas? Et à bientôt. Léonie, je sais pas si... Dimanche 17 septembre de 10h à 12h, le Clade Nature d'Échillais vous propose de découvrir la biodiversité des haies, plantes et animaux qui y trouvent refuge, bienfaits pour les gens, source de nourriture, coupe, ombrage.
Des activités pédagogiques seront proposées aux petits et aux grands. Également, la mairie d'Échillais vous parlera du projet de restauration écologique du chemin du Pigeonnier à Échillais qui aura lieu en novembre et consistera en la plantation du nez avec des essences végétales locales.